Bien, bonjour à tous et toutes. Nous allons donc démarrer ces 2 jours d'événements. On l'a pas vraiment intitulé colloque sur le droit à la ville, avec une tonalité un peu particulière, puisqu'on a décidé de centrer cet événement sur le droit à la ville vu des quartiers populaires. Donc je vais tout d'abord remercier l'ensemble des organisateurs, mais on reviendra après en détail sur qui a organisé quoi et sur les remerciements. Et on va tout de suite démarrer cette matinée assez dense avec l'introduction par Sonia Lehmann-Frisch, qui est vice-présidente donc, de cette université de Paris-Nanterre aux relations internationales. Puis une introduction par Patrick Jarry, qui est maire de Nanterre, donc pour nous remettre dans le contexte de ce colloque, Nanterre, 68, etc., et cet événement, avant de passer à l'introduction générale de la matinée, puis à la première table ronde sur Nanterre. Voilà. Romain Gallard également, co-organisateur, co-animera cette matinée, et il aura le temps. Bonjour à tous. Je suis donc très heureuse et honorée d'ouvrir cet événement et je vous remercie de m'avoir invité à le faire au nom du président Jean-François Ballaudet et très heureuse en particulier de vous accueillir à l'université Paris-Nanterre pour cet événement intitulé « Le droit à la ville vu des quartiers populaires ». Alors, le droit à la ville, comme vous le savez déjà et comme vous allez en parler tout au long de cette journée et demie, c'est d'abord un concept qui a été théorisé par Henri Lefebvre en 1968 pour mettre en avant la nécessité d'une nouvelle manière de concevoir et de faire la ville. Une nouvelle manière dans laquelle les habitants avaient une place particulière et où il s'agissait d'insister sur l'importance de la réappropriation de la ville par ses habitants. Importance aussi de cette réappropriation de manière très effective et pratique et concrète par leur participation à l'élaboration et à la construction de la ville. Très rapidement, un concept qui est donc né de la plume de Henri Lefebvre, né à Nanterre, comme j'y reviendrai dans un instant, et qui a ensuite voyagé et qui a finalement fait plus d'émules pendant un certain nombre d'années, outre-Atlantique, en Amérique du Nord en particulier, et je suis particulièrement bien placée pour savoir, dans la mesure où c'est finalement, paradoxalement, à l'université de Berkeley qu'à la fin des années 90, il y a 20 ans déjà, j'ai entendu parler pour la première fois de Henri Lefebvre comme une grande figure des études urbaines et de la ville. Et c'était particulièrement intéressant de voir comment un nom qui avait complètement échappé au radar de mes études jusqu'alors est devenu, à partir de ce moment-là, et via ce détour aux États-Unis, pour moi une pierre angulaire de la théorie urbaine en quelque sorte. États-Unis, et puis ensuite, bien entendu, et en même temps, en Amérique latine, mais dont je suis moins familière. Et c'est un concept qui est réapparu finalement en France après ce détour outre-Atlantique, il y a guère qu'une dizaine d'années, et qu'il est fort heureux de réinterroger aujourd'hui en France et à Nanterre, 50 ans plus tard. Et je voudrais revenir sur l'opportunité et sur l'importance du fait que cet événement ait lieu d'une part ici, d'autre part maintenant et d'autre part encore de la manière qu'il a été conçu. En effet, il me semble que le lieu est particulièrement bien choisi, d'abord parce que c'est effectivement à Nanterre que Henri Lefebvre a enseigné entre 1964-65 et 1968, au moment où son livre « Le droit à la ville » est paru, en 1968. C'est donc un juste retour des choses, un juste retour sur la pensée critique de ce philosophe, sociologue, géographe presque, et urbaniste, que vous allez vous livrer pendant la journée et demie qui s'ouvre maintenant.
Il a d'ailleurs, comme vous le savez, donné son nom d'abord à un amphithéâtre, où je sais que vous avez hésité à tenir cet événement, qui aurait peut-être été un petit peu vaste, mais qui aurait été tout à fait opportun. Et vous savez que depuis peu aussi, il a donné son nom à un bâtiment, le bâtiment B, le bâtiment des sciences sociales, justement, géographie, sociologie, histoire, etc. Voilà. Donc, un lieu bien choisi, un moment particulièrement bien choisi aussi, et c'est évidemment pas un hasard. On fête le cinquantenaire de l'apparition de cet ouvrage de Henri Lefebvre, en même temps qu'on fête le cinquantenaire, comme vous le savez, qu'on fête ou qu'on ne fête pas, des événements de 1968, en tout cas qu'on fait un retour critique dans mai 68, événements dans lesquels l'Université Paris-Nanterre, comme vous le savez tous, a joué un rôle prépondérant. Et ce colloque, cet événement, fait d'ailleurs partie de toute une série d'événements qui sont colloques et autres, qui sont organisés par des membres de la communauté nanterroise pour revenir sur cet héritage de mai 68, puisqu'il a été labellisé comme le prospectus, la plaquette, voilà, l'annonce, il a été labellisé proposons du nom de cette série d'événements qui ont lieu à l'Université Paris-Nanterre dans ce sens. Un contexte particulièrement bien choisi aussi, compte tenu des événements actuels, des mobilisations autour de la loi OR, où là encore l'Université Paris-Nanterre joue un rôle prépondérant. Vous le savez pour la plupart d'entre vous, que nous vivons des moments difficiles et tendus, et dont j'espère que nous arriverons à sortir sans que la communauté ne soit irrémédiablement déchirée. Et j'espère que nous parviendrons à construire aussi avec cet héritage critique et ce souci de la justice sociale et de la justice spatiale par le haut, ensemble. Et notamment, il est question d'organiser dans les semaines qui viennent des états généraux, des assises qui permettent de penser ensemble à l'avenir de l'université. Enfin, particulièrement bien choisi, puisque vous avez certainement entendu l'annonce de notre président de la République hier, dont la phrase que je laisserai au maire de Nanterre peut-être le soin de commenter plus en détail, mais semble particulièrement résonner au regard de la journée d'aujourd'hui, puisqu'il a dit hier qu'il n'y avait pas d'annonce de grand plan banlieue, et qui pose tout un ensemble de questions sur comment penser et comment construire l'avenir des quartiers populaires. Enfin, un format particulièrement bien choisi, loin du colloque classique, effectivement, qui rassemble des chercheurs, mais aussi des associations locales, des acteurs institutionnels, et qui fait la part belle aussi aux actions de recherche-action à l'université. Je sais aussi que intervient par exemple Arnaud Aiguibalin, le directeur du service de RSUDD, Responsabilité sociale des universités et développement durable, dont l'Université Paris-Nanterre est la première à avoir fait un service à part entière. Bref, il est effectivement, à mon sens, opportun et important de traiter de cette question du droit à la ville vu des quartiers populaires. Et je vous souhaite donc une journée et demie très riche et très intense et très productive. Merci beaucoup Sonia Lehmann-Frisch. Et du coup, je passe tout de suite la parole à Patrick Jarry, maire de Nanterre. Merci. Donc, merci de m'avoir invité à l'ouverture de ce colloque. Je viens assez souvent à l'université de Nanterre, de Paris-Nanterre, ces derniers jours, mais évidemment ce sujet du droit à la ville est un sujet qui, je vais dire, hante la ville de Nanterre dans toute son existence ces dernières décennies. On parle de 68, donc au moment où Henri Lefebvre donc, a avancé d'une manière forte ce concept.
Je ne sais pas à l'époque s'il a beaucoup résonné dans la ville de Nanterre, mais la ville de Nanterre, en mai 68, il y a, j'ai envie de dire, il y a trois événements qui viennent de se produire et qui font penser aux populations qui habitent ici que peut-être demain, leur vie n'est plus ici et que peut-être probablement ils n'auront plus le droit d'être ici. Ils devront migrer ailleurs. 3 événements qui sont à la fois la création du département des Hauts-de-Seine et le fait que Nanterre est choisi comme ville-préfecture. La deuxième qui est le choix de construire un quartier d'affaires à la Défense, où souvent les gens l'oublient, mais l'essentiel la plus grande partie du territoire qui était contenu dans le décret de 1958, c'est Nanterre. C'était 600 hectares sur Nanterre. Nanterre est une ville de 1200 hectares. 600 hectares donc tombaient sous la main de l'État dans ce que devait être le projet de la Défense. Le territoire de la Défense, du quartier d'affaires de la Défense, c'est 200 hectares. Donc pour vous donner le rapport entre Nanterre et la Défense. Et puis troisièmement, peut-être d'une manière qui peut vous surprendre, mais la décision de créer une université à Nanterre est également vécue à ce moment-là comme cette idée, donc dans cette ville qui est une ville totalement ouvrière, est vécue comme eh bien, la volonté de confisquer cette ville qui est une terre de migrants venus de l'intérieur de la France, de Bretagne, du centre de la France, pour trouver du travail, qui s'y installent, de migrants qui viennent du sud de l'Europe, notamment d'Italie et d'Espagne. D'ailleurs, si, y compris on regarde ceux qui vont être le fer de lance de la résistance à l'occupant nazi en 39-45 à Nanterre, la quasi-totalité seront donc des migrants italiens et espagnols et de juifs des pays de l'Est qui constitueront pour l'essentiel cette résidence Nanterre. Mais de migrants venus évidemment du Maghreb, notamment d'Algérie, puis d'Afrique. Donc cette ville qui est une ville de migrants, qui souvent d'ailleurs je dis a été construite par les migrants, elle l'a été à la fois physiquement, puisque ce sont eux qui ont construit les grandes tours de la Défense, mais aussi les grands immeubles qui sont à Nanterre, mais aussi construite au sens de son sens politique, de sa manière de se situer par rapport aux droits des habitants, par rapport des droits à la ville. Une ville qui donc à ce moment-là voit sur son sol vivre plus de 10 000 personnes dans les bidonvilles. Hein. On parle souvent du bidonville à Nanterre, mais il n'y a pas un bidonville à Nanterre. Il y a des bidonvilles à Nanterre et il y a des bidonvilles partout à Nanterre, autour de l'université, mais il y en a partout. Tout ça fait partie du quotidien de la ville. C'est aussi parfois beaucoup de populations qui ont été chassées des fortifications de Paris, de ce qu'on appelle la zone, et qui s'installeront à Nanterre, qui seront un peu tous ceux qu'on appelle les ferrailleurs, hein, qui seront à Nanterre. Voilà. C'est ça le contexte de cette ville qui va donc tout au long de ces années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui se mobiliser pour trouver sa place, pour trouver son droit à la ville, son droit à l'existence, son droit à habiter à quelques encablures de l'Étoile, du quartier de l'Étoile, et avec ce quartier d'affaires bien envahissant qui tente de lui imposer sa logique. Si vous regardez d'ailleurs à l'échelle du monde, quasiment dans aucun pays au monde, il y a de quartiers populaires à proximité des quartiers d'affaires. Même à Pékin, les Chinois ont rasé tous les hutongs qui étaient à proximité du quartier, qui sont à côté du quartier d'affaires de Pékin. Et
cette confrontation à Nanterre a été extrêmement forte. Donc je pense que cette question du droit à la ville s'est exprimée à Nanterre d'une manière extrêmement conséquente pour affirmer ce droit des populations d'origine ouvrière, d'origine employée, ces gens d'origine migrante, de pouvoir avoir le droit d'habiter ici et d'accéder à l'ensemble des droits. Je vais en prendre un. Par exemple, ce droit à la culture. Le théâtre des Amandiers a été créé dans les années 60, en 65-66. Il s'est un peu enraciné ici dans l'université, dans les bâtiments qui n'étaient pas encore occupés par l'université. Peut-être si vous avez l'occasion de lire le livre qui vient de sortir sur l'histoire de la création du théâtre Nanterre-Amandier, vous verrez, sans doute percevrez comment, par exemple, ce droit à la culture est une histoire concrète, vivante, faite avec des acteurs de toute nature qui vont se mobiliser pour ce droit à la culture, mais évidemment aussi pour ce droit au logement, pour ce droit à la mobilité, pour ce droit à l'accès à la réussite éducative, à la réussite scolaire, à l'emploi, donc toutes ces choses qui animent cette ville au quotidien et qui vont, je pense, la façonner dans ce qu'elle est aujourd'hui. Nanterre s'est également très, très tôt préoccupé du nouveau contexte de ce droit à la ville dans l'émergence de ces grandes métropoles et de cette volonté de construire au plan administratif aussi des métropoles dans lesquelles parfois, même souvent, la question du droit des populations était interrogée avec une crainte de l'éloignement du pouvoir des habitants, mais aussi ce sentiment que peut-être ce qui avait pendant un temps permis à l'émergence dans ces banlieues de politiques assez autonomes par rapport au mouvement de l'ensemble de la métropole, comment pourrait-elle subsister dans un univers comme celui-là, avec souvent des métropoles pensées d'en haut, dans un rapport au centre de la métropole qui pose souvent problème, puisque la métropole est souvent conçue en réalité, d'ailleurs y compris dans le nom, parfois pour effacer jusqu'au nom de ces banlieues. C'est-à-dire que tout le monde devient en référence, y compris par exemple au Grand Paris, au Grand Londres, au Grand Tokyo, au Grand Mexico, comme si on était dans un univers où chacun n'avait plus de nom. Et donc la ville de Nanterre s'est mobilisée avec beaucoup d'autres villes, des banlieues du monde, de Barcelone, de Madrid, de São Paulo et d'autres encore, pour que cette question au plan international soit posée du droit à la métropole pour tous. Alors chacun avec évidemment ses approches, mais en tout cas c'est essayant de porter cette idée que faire métropole c'est faire solidaire. Ce qui évidemment n'est pas le mouvement naturel de tout ce qu'on voit autour de la métropole, y compris dans les textes actuels de la métropole du Grand Paris. La tentation permanente est celle de l'attractivité de la métropole et non pas celle de l'inclusion ou celle du rayonnement par l'inclusion de ces populations. Donc cette question du droit à la ville, du droit à la métropole pour tous est une question d'actualité, non seulement en France mais dans le monde. Et de ce point de vue, nous sommes assez heureux fiers d'avoir contribué à ce qu'au plan international à Quito, mais aussi en préparation à l'Assemblée de l'ONU, que cette question des métropoles fasse l'objet d'un débat international dans lequel sont impliqués à la fois des chercheurs, des associations et en même temps des élus, et que pour la première fois dans cette dernière décennie, cette question du droit des habitants, du droit des métropoles solidaires, des droits des métropoles inclusives, de l'exigence, de la nécessité
pour l'avenir de ces métropoles, qu'elles soient inclusives, que ces questions émergent au plan international et contrecarrant tout ce qui avait pu s'écrire ces dernières décennies. Et puis évidemment, actualité, c'est une question dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque évidemment les 6 derniers mois autour de la politique de la ville montrent que dans ce pays qu'est la France, cette question du droit des populations de ces quartiers populaires est quelque chose qui est en permanence remis en cause. Ce qu'on a appelé le rapport Borloo a été en réalité enclenché à partir de la fin du mois d'août, lorsque à la fois des associatifs et des élus se rendent compte que entre guillemets, les quartiers populaires et la politique de la ville est en train de passer sous la table. Des mesures très concrètes sont prises, puisque au mois d'août, 30% des crédits politiques de la ville sont arbitrairement supprimés, y compris par exemple pour la ville de Nanterre. Je signe le 30 juin avec le préfet un accord sur 300 000 € pour les associations de Nanterre, et puis je suis prévenu le 20 juillet qu'il en manquera un tiers, 100 000. 100 000 €, petit détail. Et puis on apprend en même temps la suppression massive brutale de tous les emplois aidés, ce qui, par exemple dans une ville comme Nanterre, fait que le club de sport qui est juste en face de chez vous, là, évidemment, il se retrouve sans éducateur et sans capacité de réagir. Donc, ces élus se rassemblent. Par rapport à ces gens-là se rassemblent, vont chercher Borloo, qui évidemment n'est pas le père de la politique de la ville, mais un acteur qui peut contribuer à ce que peut-être on se fasse entendre. Et deuxièmement, on sent évidemment en même temps, y compris au plan politique, idéologique, qu'on dit ça va, ça suffit, quoi, les banlieues, on a assez dépensé d'argent voilà, pour elles, maintenant il faut s'occuper de la ruralité, des petites villes de campagne, ça suffit, quoi, la banlieue. Donc voilà, évidemment, non, ça suffit pas, la banlieue. Et non, quand on regarde aujourd'hui, et évidemment ce qui a été publié par exemple par les 2 députés sur la Seine-Saint-Denis, et donc sur l'écart de droit, en quelque sorte, qu'il y a entre les habitants de Seine-Saint-Denis et d'autres départements, vous le retrouvez à Nanterre, entre les droits des habitants à Nanterre et les droits des habitants des villes qui sont autour de Nanterre. Maintenant, on est donc regroupé dans ce qu'on appelle un EPT, un territoire dans lequel il y a 11 villes. Il y a donc des villes comme Neuilly, plutôt Courbevoie, Levallois, Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Royer-sur-Aisne, et puis il y a Nanterre qui est dedans. Et il y a une véritable question du droit, au sens où, évidemment, à travers toutes les composantes, on voit bien que les habitants n'ont pas tous le même droit d'accéder à tous ces grands services publics, à tous ces grands services publics que sont l'éducation, que sont le transport, que sont la sécurité, que sont la santé. Voilà. Donc, c'est donc une question d'actualité, et je regrette que, évidemment, le président de la République, hier, qui avait sans doute une occasion de marquer son quinquennat d'un acte politique fort, ait choisi de considérer, peut-être je suis cruel, mais en gros, la banlieue, c'était une question de méthode. Mais quand on parle de beaucoup d'autres choses, on ne parle pas de méthode, on parle de moyens, on parle de plans, on parle d'objectifs, on parle d'organisation, on parle de mobilisation de tous les grands services publics de l'État. Voilà. Mais en même temps, donc confiant, confiant aussi parce que cette exigence du droit à la ville, elle est inscrite dans la manière politique de s'exprimer de ces territoires, avec de nouveaux acteurs associatifs qui le portent d'ailleurs d'une manière assez forte. Et donc, en même temps, à la fois vigilant, parfois déçu, parfois inquiet, et en même temps avec toujours l'espoir que ce combat mené
pour le droit à la ville pour tous est un combat d'actualité et qui, je suis sûr, sera repris par les générations actuelles et futures. Merci à vous. Merci Patrick Jarry d'avoir respecté le temps imparti et de nous avoir aussi remis dans le contexte du droit à la ville du point de vue de Nanterre, le contexte à la fois urbain et politique. Et tout de suite, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour de questions s'il y a des petites questions? Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, on passera à l'introduction de Agnès Desboulay et Grégory Busquet. Agnès Desboulay, donc, qui est directrice du laboratoire Mosaïque La Vue, qui est urbaniste et sociologue, et Grégory Busquet, qui est également urbaniste et sociologue, maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre. Bien, merci. Merci d'être venu pour les présents cette heure matinale, très matinale. Donc, surtout à Nanterre au mois de mai. Ça a été rappelé. Merci Romain. Je suis donc Grégory Busquet. Je suis un des co-organisateurs de cette initiative, de cet événement. Je vais parler très succinctement parce que l'idée c'est aussi de laisser la parole aux invités, aux tables rondes et aux échanges avec la salle. Donc c'est juste pour introduire un petit peu avec Agnès cet événement. Donc ça a été rappelé tout à l'heure par Sonia Lehmann-Frisch. Le droit à la ville, il a été rédigé ici à l'Université de Nanterre et publié il y a 50 ans, en mars 68 pour être exact, par le sociologue donc Henri Lefebvre. Et en cet anniversaire de mai 68 et de la parution du droit à la ville, on ne pouvait pas passer à côté, on se devait de marquer le coup d'une certaine manière, de faire quelque chose ici, dans le lieu qui a vu naître cette notion du droit à la ville, qui a vu naître cette revendication, avant qu'elle se divise par la suite, comme tu l'as rappelé, au monde entier, à travers notamment les recherches en sciences sociales, mais aussi à travers la géographie radicale, à travers les mouvements sociaux dont on va parler pendant ces 2 jours, etc. Il s'avère aussi, comme tu l'as également rappelé, que dans ce contexte de la contestation de la loi ORE, certains disent OR, moi je dis ORE, je ne sais pas comment on dit, et de la réforme Parcoursup d'accès à l'université, cette rencontre prend place dans une université de Nanterre, vous en êtes peut-être pas rendu compte ce matin, à 8h du matin, mais une université de Nanterre occupée, comme il y a 50 ans, ce qui amènera sûrement quelques adaptations dans ces événements, peut-être, car dans une rencontre sur et pour le droit à la ville, d'une certaine manière, il était inenvisageable de faire notre événement, de faire cette rencontre emmurée au milieu d'un mouvement social en l'ignorant. Donc il conviendra sûrement de faire une place aussi aux étudiants, aux précaires et au personnel mobilisé, si certains pointent le bout de leur nez, et je sais que c'est prévu. Donc voilà, ils participeront également, le cas échéant, aux tables rondes, parce que même si ces revendications contre la loi ORE et contre Parcoursup n'émanent pas des quartiers populaires à proprement parler, ils concernent également leur jeunesse. Donc toutes ces revendications trouveront également leur place dans les débats qui vont nous occuper pendant ces 2 jours. Ceci étant dit, beaucoup de choses ont été dites également et écrites sur le droit à la ville ces dernières années, tant dans le champ politique, on va peut-être y revenir, qu'au sein des mouvements sociaux, et aussi dans le champ des sciences sociales, et plus particulièrement de la recherche urbaine. Mais concrètement, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de quel droit est-ce qu'on parle quand on parle de droit à la ville? De quel droit parle-t-on? Qui en parle? Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens déjà qu'on a invités ici en parlent tous? C'est peut-être pas forcément le cas, mais où est-ce qu'on peut s'y retrouver? C'est un droit pour qui, le droit à la ville? Au profit de qui? Réclamé par qui, donc? Pour qui? Comment le mettre en œuvre? Alors on n'aura peut-être pas les réponses au bout de ces 2 jours, mais on va essayer de s'attacher aussi à sa réception, la réception de cette revendication du droit à la ville aujourd'hui, son appropriation aujourd'hui, notamment dans les luttes, dans les mouvements sociaux,
mais aussi dans les milieux académiques, puisqu'on aura des chercheurs qui seront présents à ces tables rondes, chez les activistes, chez les militants, voire chez les habitants, puisqu'il y en aura aussi, et chez les habitants mobilisés, puisqu'il y en aura aussi présents pendant ces 2 journées. Donc la question de la réception et de l'appropriation du droit à la ville aujourd'hui, dans tous ces champs, je dirais, du monde académique aux habitants, en passant par les activistes, les institutions, etc. Alors, c'est en ce sens qu'un appel a été lancé, alors c'est un bien grand mot, en novembre dernier, par, je vois David là dans la salle, David Bodinier, moi-même, à célébrer, à organiser en fait des événements célébrant les 50 ans du droit à la ville. L'objectif était bien évidemment de sortir le droit à la ville des débats purement académiques et surtout purement théoriques, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un peu l'idée de cette rencontre au départ, et d'y insérer des retours sur expérience, des réflexions issues de la pratique, ou des pratiques, des luttes urbaines, des réflexions issues des militants du droit à la ville sur le terrain, d'une part pour faire retrouver à ce slogan sa portée subversive qu'il n'avait pas perdue, mais en tout cas de transformation socio-spatiale, avec un objectif de transformation sociale, c'est ça qu'il y a derrière le droit à la ville avant tout, à l'origine. D'autre part pour essayer d'en mesurer les applications concrètes, réelles ou pratiques, dans le mouvement social notamment, et peut-être aussi dans l'urbanisme et dans l'architecture, même si à mon avis le droit à la ville est loin d'être une boîte à outils dont on peut se servir pour faire de l'architecture ou de l'urbanisme, mais en tout cas en écoutant le mouvement social, peut-être qu'on peut y retrouver ses billes. Et il s'agissait également de mêler les apports théoriques et les apports citoyens, pour employer un mot actuel, de faire en sorte que les premiers puissent aussi servir les seconds également. Et on s'aperçoit sur le terrain que les acteurs des luttes urbaines utilisent en effet le droit à la ville de plus en plus, et même en France aujourd'hui. Alors on a eu plusieurs retours à cet appel, certains mêlant monde académique et monde militant, d'autres plus institutionnels ou plus académiques, et enfin des derniers émanant à proprement parler d'activistes. Alors je ne vais pas faire le tour, mais il y a eu une semaine d'action à Grenoble, le droit à la ville en mars, une organisée par l'atelier populaire d'urbanisme FIV à Lille, un colloque à Tours sur l'actualité du droit à la ville, un colloque à la ville de Paris, organisé aussi avec l'école d'urbanisme de Paris, un colloque, des actions à Marseille, à Lyon, un colloque international pour ceux que ça intéresse la semaine prochaine qui se tient à Caen, et d'autres événements, dont celui-ci aujourd'hui, qui a une place particulière, puisque comme l'a rappelé Sonia Lehmann-Frisch, il se déroule à Nanterre, là où est né ce droit à la ville, qui plus est, comme je viens de le rappeler, dans une fac occupée, pour d'autres raisons, mais voilà. L'idéal serait maintenant que ces réflexions qui ont cours dans ces différents événements soient cumulatives et que les commémorations ne s'arrêtent pas en mai, mais continuent, que les réflexions se poursuivent d'une façon ou d'une autre, et on aura bien évidemment, j'espère, l'occasion d'en reparler lors de ces 2 jours. Alors, pour terminer simplement mon propos, quelques mots d'introduction sur le droit à la ville, très rapide, pour recadrer un petit peu les choses pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette notion, avec ces revendications. Le droit à la ville, il marque un point de départ pour les théories urbaines critiques, comme on les appelle, en France et à l'étranger, tout en fournissant du même coup un mot d'ordre pour les mouvements sociaux qui ont l'espace pour cadre et pour enjeu, notamment l'espace urbain. Alors dans ce manifeste programmatique de recherche, comme on peut l'appeler, sur l'urbain, qui est aussi une somme de revendications, le FEM nous donne des éléments essentiels, nous donne les éléments essentiels de ce droit. Il s'agit d'un droit, pour le dire rapidement, on pourra compléter la liste, mais surtout d'un droit à une réelle appropriation, comme je le disais tout à l'heure, par les habitants de leur vie de citadin et de leurs conditions de vie. Pour moi, c'est la notion essentielle, je parle en mon nom, mais je pense que je partage aussi ça avec d'autres gens qui réfléchissent sur le droit à la ville, c'est la question d'appropriation par les citadins de leur vie de citadin, donc et de leurs conditions de vie, une prise en main, un droit à une prise en main par eux-mêmes des décisions en matière d'aménagement. Quand on lit Lefebvre dans le texte, littéralement, c'est ça qu'il nous raconte. Ça va au-delà d'une simple consultation, au-delà de l'information aux habitants, au-delà d'une simple participation. Il s'agit, nous dit Lefebvre, d'une participation conquise et non octroyée, permanente et non ponctuelle. Lefebvre parle, en 68, d'autogestion territoriale, comme synonyme du droit à la ville. C'est l'autogestion territoriale. Donc c'est un droit à une prise en main par les habitants des décisions, un droit à l'appropriation, un droit à la centralité renouvelée,
qui est l'essence de la valeur d'usage de la ville, chez Lefebvre et chez les marxistes urbains. Un droit au ludique qui va avec ce qu'il appelle un droit à la vie quotidienne libéré de l'aliénation, la vie quotidienne des individus urbains libérés d'une aliénation qui serait induite par le capitalisme. Tout ça rentre dans ce package, on pourrait dire, du droit à la ville. La vie quotidienne libérée de l'aliénation induite par le capitalisme, qui provoquera un droit au ludique, une centralité renouvelée, valeur d'usage de la ville, autogestion et appropriation. Ce sont les mots d'ordre du droit à la ville en 68. Et tout ceci se situe dans une perspective d'une ville comprise comme œuvre collective, nous dit Lefebvre. Le droit à la ville est un droit à la vie urbaine. Avant d'être un droit à habiter en ville, auquel on le réduit souvent, c'est un droit à la vie urbaine. Droit à profiter des symboles, des fonctions, à s'approprier la ville et la vie urbaine. Ça constitue, on pourrait dire, un droit d'usage et un droit d'appropriation de l'espace, mais un droit d'usage et un droit d'appropriation de la vie quotidienne, également chez Lefebvre. Ce qui implique une émancipation des groupes et des individus, une révolution de la quotidienneté, comme il l'appelle, et ça implique également une autre manière d'aménager l'espace, un autre urbanisme, je dirais même plus important qu'une autre ville et un autre espace, une autre manière de l'aménager et un autre urbanisme. Il s'agit en fait pour Lefebvre de transformer la réalité, comme il le dit souvent, dans une optique révolutionnaire, transformer la réalité, spatiale bien évidemment, mais avant tout sociale, et également économique, quotidienne, culturelle, etc. Et ce droit à la ville pose la question des inégalités socio-spatiales, dont on parlera cet après-midi notamment, la question des légitimités habitantes, dans cette prise en main des habitants par les habitants de l'aménagement et des décisions en matière d'aménagement, il y a la question de leur légitimité qui se pose, les légitimités habitantes, les inégalités socio-spatiales, de ce droit à la ville qui revendique une véritable démocratie. Même si Lefebvre n'est pas familier avec ce mot démocratie, derrière le droit à la ville, il y a l'idée d'une démocratie effective et par le bas. D'où son importance dans les luttes urbaines et les quartiers populaires aujourd'hui dont il va être question, qu'on va étudier à travers le croisement de différents discours. Vous l'aurez compris, ça va vous être présenté, le discours de chercheurs, mais aussi surtout d'activistes et de militants et d'habitants et d'usagers, à travers 5 tables rondes dont vous avez le petit programme ici. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le droit à la ville. J'espère avoir tenu à peu près les temps. Je laisse la parole à Agnès Deboulet, donc, qui va terminer cette introduction. Bien, alors, moi je tenais tout d'abord à renouveler mes remerciements à l'ensemble des organisateurs de cette journée, mais bon, j'y reviendrai un petit peu après la fin de cette introduction. Et à donner aussi des éléments de programme à la suite. Alors, je prends donc, effectivement la suite de la présentation de Grégory Busquet. Moi, je suis donc Agnès Deboulet, enseignante en fait à l'Université Paris 8 et co-directrice du laboratoire La Vue, qui était mixte CNRS, qui se trouve ici, donc dans ces locaux au 4e étage. Effectivement, je vais reprendre la suite à partir de cette idée que le droit à la ville est devenu un slogan, est devenu dans de nombreux pays du monde et dans de nombreuses villes depuis une vingtaine d'années un cri de ralliement en fait assez puissant pour des mobilisations nombreuses, notamment d'activistes urbains ou de précaires, notamment en Amérique latine, mais pas seulement. Et donc, tout ça est issu de cette théorie urbaine critique sur laquelle je ne reviendrai pas particulièrement, mais ce que je vais essayer de développer, c'est la question de savoir pourquoi c'est important aujourd'hui de regarder le droit à la ville du côté des quartiers populaires. Et pourquoi on a fait ce pari aussi aujourd'hui. Alors effectivement, il y a depuis une vingtaine d'années, donc ce n'est pas une actualité brûlante d'aujourd'hui, mais une question quartier populaire qui se pose avec une acuité, disons, un peu renouvelée, et qu'on voit aussi à travers le plan Borloo et ses avatars, mais également les non-annonces qui ont été faites ces derniers jours. Un certain nombre d'entre les participants à l'événement étaient présents hier à l'invitation d'Emmanuel Macron, justement pour esquisser, on ne sait pas, ils nous en parleront probablement tout à l'heure, ce sera le scoop. En tout cas, la colère gronde dans un certain nombre de quartiers populaires, c'est pas complètement récent, mais pas seulement chez un certain nombre d'habitants investis ou conscients des inégalités territoriales croissantes, mais également parmi les maires élus des collectifs, représentants des collectivités territoriales. Et ça, c'est voilà. Face à cela, les pistes, les esquisses de réponse qui sont données par le plan Borloo
ne sont pas nécessairement, est-ce que c'est mieux ouais, ne sont pas nécessairement d'une grande clarté, d'un grand apport, puisqu'on nous dit d'ailleurs qu'il est essentiel que les grues repartent dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que l'action de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, serait finalement la clé de voûte, la planche de salut des quartiers populaires, ce auquel nous croyons relativement peu. Et nous en discuterons dans une des tables rondes ici même cet après-midi. Voilà. Alors moi, je voudrais insister sur trois dimensions qui me semblent importantes du point de vue des quartiers populaires, énoncées du point de vue des quartiers populaires, c'est-à-dire de ses habitants, mais également de ceux qui travaillent dans les quartiers populaires, c'est-à-dire des chercheurs, des travailleurs sociaux, par exemple, des personnes qui se situent dans les situations d'intermédiation et qui sont assez nombreuses, et également un certain nombre de militants. Ces trois dimensions, c'est l'appropriation, bien entendu, c'est la participation, mais c'est aussi de la citoyenneté urbaine. Et je reviendrai sur cette idée qui a été développée notamment dans un rapport qu'on a publié avec un certain nombre de collègues du LAVU pour CGLU, qui est cette Confédération mondiale des métropoles, en vue de ce congrès Habitat 3 à Quito, qui avait lieu en 2016, et qui parle finalement du droit à la ville comme le droit à tirer des bénéfices de la vie urbaine. J'insiste, puisque c'est Magali Fricaudet qui parlera aussi aujourd'hui, qui a écrit ce petit passage sur le droit à la ville, à partir d'une synthèse des différentes chartes sur le droit à la ville. Et ce droit à tirer des bénéfices de la vie urbaine, il ne s'agit pas là de bénéfices matériels, enfin, on n'est pas exclusivement dans la sphère du matériel, mais c'est le droit à partager, au partage des ressources urbaines, des ressources matérielles comme immatérielles. Et ça me paraît quelque chose qui est important et qui est souvent perdu de vue, y compris, j'introduirai une petite note de discussion par rapport à ce que Patrick Jarry vient de dire, c'est pas un point de vue critique, c'est plutôt une note de discussion, y compris le point de vue maintenant majoritaire dans les instances internationales, qui est celui de la ville inclusive. La ville inclusive n'est pas pour autant nécessairement une ville qui veut combattre les inégalités sociales et territoriales, ni spatiales, et elle ne pose pas nécessairement le droit au partage de ces ressources. Bon. Alors, si on prend les choses du point de vue de l'appropriation, effectivement, la question de l'appropriation, elle est toujours centrale. Elle est de plus en plus centrale, probablement vue des quartiers populaires, puisque se réapproprier la ville dans toutes ses dimensions, ce n'est pas chose facile quand on est face à des dispositifs de plus en plus marqués de sécurisation de la vie urbaine, de résidentialisation, de fermeture, de clôture, ça c'est sur le plan spatial, mais également de mise en cause de certains nombres de droits collectifs qui mettent au défi la répartition actuelle de la propriété, et ce n'est pas seulement le cas en France, bien entendu. Pour revenir à la participation, donc c'est une autre des questions cruciales qu'on retrouve beaucoup dans les mobilisations, et là je vais faire la jonction peut-être entre pays dits du Nord et pays dits du Sud, bien que ces divisions soient de moins en moins pertinentes. Le droit à la ville, là pour reprendre le propos de certains analystes de Lefebvre, c'est aussi un programme qui vise à développer le droit à la participation active, tu l'as dit Grégory, ce n'est pas une participation imposée, ce n'est pas une participation descendante, ce n'est pas simplement le fait de disposer de nouveaux dispositifs, mais c'est de donner le droit et la possibilité à tout moment, finalement, aux habitants, aux citadins, de donner leur avis et d'intervenir dans les décisions. Donc ça va jusqu'à la sphère décisionnel, on n'est pas simplement dans le délibératif, dans le droit à échanger, mais aussi dans le décisionnel. Et là, la participation et le droit à la participation allant jusqu'à ce point, c'est vraiment quelque chose qui est fort peu d'actualité, même si, par exemple, en France, on a les conseils citoyens qui tentent de réformer un petit peu la politique de la ville, etc. Mais on voit qu'il y a quand même de grosses réticences à véritablement associer davantage les habitants à une participation effective à la prise de décision, et notamment à la prise de décision quant à la répartition des richesses. On pourrait faire une incise du côté des budgets participatifs qui ont été et qui sont une tentative importante de mettre en œuvre cette question du partage véritable des richesses, mais qui s'est beaucoup développée, mais qui n'est pas présent sur tous les territoires, loin de là. Et puis la question de la citoyenneté, puisque la question de la citoyenneté, elle ne se pose pas que pour les... Évidemment, elle dépasse bien largement la question du droit de citoyenneté reconnu sur le plan national, etc. Mais est-ce que c'est une citoyenneté basée sur la résidence, sur le fait d'habiter quelque part? Et en tout cas, le point de vue qui a été développé
dès les années 2000 dans les plateformes qui ont discuté du droit à la ville, c'est celui d'un droit à la résidence pour tous ceux qui habitent la ville, et y compris pour ceux qui sont de passage, pour ceux qui viennent y travailler, pour ceux qui y développent une activité, je vais y revenir, etc. Donc le droit à la ville vu des quartiers populaires, c'est effectivement, il ne faut pas l'oublier, c'est vu des quartiers populaires ici, qui sont des quartiers populaires dits prioritaires, donc dans la géographie de la politique de la ville, mais c'est aussi des quartiers populaires en dehors de cette géographie politique de la ville, d'ailleurs, y compris en France, et c'est aussi de nombreux quartiers populaires dans tous les pays du Sud. Alors, il me reste 2 minutes, donc je n'ai pas encore abordé le point 2. Alors, il me semble qu'il ne faut donc pas négliger les autres actualités, disons, qui sont impactantes sur la question des banlieues et sur la question des quartiers populaires, et pour mettre en relief ce qui a changé depuis que le droit à la ville a été écrit. Et le monde, effectivement, la planète urbaine a connu une révolution profonde, presque complète, avec effectivement un fait urbain qui est devenu majoritaire. Plus de 54% de la population est dorénavant urbaine. Près d'1 milliard d'habitants habitent dans des quartiers précaires, qu'on appelle bidonvilles improprement, mais qui sont souvent des quartiers de création populaire, donc qui réalisent quelque part peut-être un peu ce droit à l'œuvre dont parlait Lefebvre. Ce sont des quartiers qui sont de plus en plus, dont effectivement le droit à la ville ne parlait pas à proprement parler, bien qu'on sait, et Lorena Rezarat en reparlera, qu'il a été en Amérique latine, qu'il était quand même un peu familier avec ces questions, dont on sait que ces quartiers sont de plus en plus menacés par les évictions liées au développement de la ville compétitive, aux tensions liées à la compétitivité croissante des métropoles. La question métropolitaine est également une question qui ne se posait pas en tant que telle il y a 50 ans, en tout cas qui n'était pas posée en tant que telle. On se trouve maintenant avec plusieurs centaines de villes métropoles, c'est-à-dire de villes de plus d'1 million d'habitants au sens de CGLU, alors qu'il y en avait probablement autour de moins d'une centaine dans les années 60. Donc on est là dans une véritable révolution de la question urbaine qui nécessite de reposer, de réouvrir la question du droit à la ville, de la repenser à la fois différemment et dans la continuité. Et c'est aussi quelque chose qui est au travail à travers ces journées et celles qui vont suivre probablement. Et puis également, je parlerai des grands projets urbains dont Henri Lefebvre ne parle pas directement, puisqu'on était plutôt sur des grosses politiques nationales descendantes dans les années 60. Là, on est plutôt sur des ouvertures que certains qualifieraient de néolibérales. Moi, pour ma part, je n'emploie pas volontiers ce terme, mais en tout cas, des politiques plutôt par projet et de grands projets qui sont vus dans les quartiers populaires, parfois comme des bienfaits, mais souvent aussi comme des moteurs de perturbation, de déstabilisation assez forte, et donc qui reposent la question de la démocratisation ou de la démocratie à l'œuvre, dans la prise de décision, aussi vu des quartiers populaires. Alors j'en veux pour preuve, vu des quartiers populaires français, les programmes de rénovation urbaine pour un certain nombre d'entre eux, mais également le Grand Paris Express, donc les mis en œuvre par la métropole du Grand Paris, et puis les Jeux Olympiques dont on parlera cet après-midi, qui doivent évidemment permettre de reconsidérer la façon dont le droit à la ville est posé ici et ailleurs. Dernière chose, les travailleurs de l'informel, c'était des catégories qui n'étaient pas nécessairement évoquées dans les travaux d'Henri Lefebvre. Les minorités, les invisibles, etc. Les femmes, non plus, il n'est pas question de femmes, dans les années 60. 0 minute, et donc les travailleurs de l'informel, dans des contextes d'informalisation croissante des économies, leur présence dans la ville et leur accès à la ville est une question qui se repose très fortement. Voilà, donc je vais clore cette petite introduction en présentant maintenant, peut-être avec Grégory, l'ensemble de la journée, ainsi que les intervenants, les organisateurs. On va peut-être pas faire la liste des 50 intervenants. Voilà, non, pas la liste des 50 intervenants, je crois que ça va être impossible. Par contre, il faut on va chaleureusement remercier les organisateurs et les contributeurs à cet événement. Oui. Alors dans l'ordre. J'ai pas la liste. Alors le Lavu, d'abord, je vais le remercier, parce que tu es directrice, tu peux pas le remercier, mais je le remercie. Je te remercie par la même occasion. La mairie de Nanterre, l'université de Nanterre, donc le CRH Appui qui nous a beaucoup aidés, le réseau Appui, Centre Sud, le centre de recherche sur l'habitat, j'ai dit, Mosaïque, dont la directrice est ici également dans la salle,
Est-ce que j'en oublie? La plateforme globale pour La le droit plateforme à la ville, globale pour le droit à la ville. et à l'organisation. Et puis le centre de ressources Sud avec le réseau Sud, limité par le Je l'ai ministère de la mentionné. Culture et de la Communication. Donc on voit que dans les organisateurs, il n'y a pas seulement des laboratoires de recherche, mais également des associations qui œuvrent dans les quartiers populaires notamment et aux côtés des habitants de différentes façons. Alors, il faut également remercier. La liste des organisateurs est contenue dans les documents que vous avez, mais on doit également chaleureusement remercier donc Leïla Raldi qui a fait un certain, avec qui vous avez été en contact, qui a fabriqué un certain nombre de livrets que vous avez entre les mains également avec un autre doctorant. En fait, l'équipe de doctorants a été très active sur l'organisation de ces journées. Enfin, une partie de la grosse équipe de doctorants, avec Leandro Peredo qui a fait ça en direct du Brésil pour la mise en page. À qui on doit l'affiche aussi. Et à qui on doit également l'affiche. On remercie Céline Campagne du Code administratif et Charles-Henri Rossignol. On remercie chaleureusement Romain Gallard et Camille Vergniaud également qui ont été très actifs avec d'autres dans l'organisation, qui se reconnaîtront. Et puis on signale la présence d'une équipe de tournage de ces 2 journées. Avec Joyce Edor et Geneviève Lay et une 3e personne dont je ne connais pas le nom. Donc on vous remercie beaucoup d'être présents. Nous allons, Joyce et Jenny vont faire un certain nombre de micro-interviews en dehors de l'amphithéâtre sur les temps de pause avec un certain nombre de personnes dans l'idée de faire une mise en ligne sélective d'une partie de cet événement et de le mutualiser également avec peut-être d'autres événements qui ont eu lieu, d'autres colloques sur le droit à la ville, de le rendre accessible pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc on les remercie. On remercie également, chaleureusement, la mairie de Nanterre de nous avoir également aidé sur l'organisation. Voilà. Alors, le programme a été un petit peu perturbé par les grèves. On a dû changer d'amphithéâtre, etc. Et la grève fait également que hier, c'était une journée nationale de grève. Lorena Zarat n'a pas pu se rendre à Paris. Elle était à Barcelone. Les avions étaient tous annulés. On va la voir en revanche en direct par Skype ce matin. Donc elle fera ça. On va tenter une conférence par Skype. Pour le reste de la journée, ce sera à peu près. On espère que tous les intervenants sont présents. On signale par contre que demain matin, Paul Watt ne sera pas présent pour des raisons de santé. Donc il s'en excuse. Et on vous présentera, finalement, il y aura une petite alternative qui sera construite avec notamment Robert Spizzichino, La Ville en commun, qui est un des co-organisateurs d'un précédent colloque sur le droit à la ville, et d'autres intervenants qui se seront volontaires pour démarrer cette journée à 9h30 demain. Voilà. Donc on va tout de suite passer la parole, à moins qu'il y ait des questions, à Lorena Zarat, qui est là. C'est une question pratique. Pas forcément. C'est pour partir de la question de l'intitulé, le droit à la ville. Donc, c'est pour des gens, des résidents dans la ville. Alors, en France comme ailleurs, il y a des espaces ruraux, en particulier, qu'on dit, qui sont des non-villes. Alors, est-ce qu'il existe un droit de non-ville ? Oui, rapidement. De toute façon, ça ressortira dans les débats. Si on reprend Lefebvre, le droit à la nature, notamment, qu'il appelle, et ça fait partie du droit à la ville. Le droit de résider hors de la ville. Le droit de résider hors de la ville, c'est ça ? Bah oui, bien sûr. Mais là, on parle des quartiers populaires dans ces 2 journées. C'est ça, le droit à la ville. Il entend le droit à la campagne aussi, pour le dire rapidement. Mais là, on va essentiellement parler des quartiers populaires pendant ces 2 journées, en fait. Vous avez parlé de ressources matérielles et immatérielles de la ville. Et du coup, j'aimerais savoir quelles sont les ressources immatérielles auxquelles vous pensiez.
Alors, déjà la culture, en particulier, le droit à la culture, une certaine forme de culture, c'est la culture est en partie immatérielle. La mémoire, certains d'entre vous travaillent ici sur les questions mémorielles. Le droit à la mémoire, le droit à l'histoire d'un quartier. C'est vrai que souvent les quartiers populaires sont déniés de capacité à se penser en tant qu'acteur historique ou ayant une histoire. C'est vrai, j'insiste. C'est vrai probablement ici, mais c'est encore plus vrai dans l'ensemble des quartiers dits précaires, spontanés, informels dans le monde, pour lesquels donc on pense littéralement venus de nulle part et sans histoire. Alors que bon, c'est les ressources immatérielles, c'est aussi le droit à effectivement peut-être décider de se projeter dans un avenir pour son quartier. Imaginer son quartier, pouvoir le rêver ensemble, etc. Ça peut faire partie des ressources immatérielles. Après, on peut inventer. Très bien. Et le droit au logement, bien sûr, parce que je vois Annie Pour arriver, qui nous parlera amplement du droit au logement demain. Donc voilà, ne pas oublier le droit au logement, bien entendu. Du coup, on va juste arrêter de prendre des questions tout de suite pour pouvoir remercier les gens qui ont introduit. Donc merci à eux. Et je vous propose de passer à la conférence de Lorena Zarat, donc qui est membre du HIC et qui va avoir l'occasion de se présenter. Et puis on va voir si on arrive à organiser le Skype et compagnie. Mais normalement, ça devrait aller. Est-ce qu'on est branché sur Skype? On aura là Lorena Zarat qui sera discutée par Barbara Lipietz, qui est enseignante Development Planning Unit à Londres. Et Lorena va elle-même mieux se présenter. Et ce qu'on essaie de faire aussi dans la session qui vient, c'est un petit peu de parler justement de cette mondialisation du concept du droit à la ville. Comment le droit à la ville a été approprié, ou plutôt incarné au sein des mouvements sociaux et des acteurs internationaux, en particulier au sein de la plateforme globale sur le droit à la ville. Donc maintenant, c'est un dialogue avec Lorena Zarat. Et avant que ça marche, j'en profite un peu pour introduire qui je suis et surtout qui est Lorena. Alors, donc, je suis Barbara Lipietz, enseignante-chercheur au Development Planning Unit à la University College London à Londres, donc. Je travaille en gros sur 2 axes de recherche, sur la question des gouvernances, des transformations urbaines, et aussi beaucoup sur les méthodologies et les pédagogies pour essayer de ce qu'on appelle, nous, une planification militante, c'est-à-dire une planification engagée qui mettrait les démarches citoyennes vraiment au creux de l'action de la planification. Dans ce cadre, mon travail sur le droit à la ville, donc mon travail sur le droit à la ville porte surtout sur la façon dont les acteurs urbains, les mouvements sociaux, les gouvernements locaux, les instances internationales s'approprient ou pas, parce qu'il y a aussi souvent du ou pas, ou de façon très différente, cette notion du droit à la ville, et comment justement elle est articulée de façon distincte dans différents contextes, et comment il tente de l'opérationnaliser ou de l'articuler avec des luttes locales pour une ville plus juste. Alors Lorena, je crois qu'on l'a enfin en ligne. Elle n'est pas là. Aïe. Raté. Non, attendez. Ça a marché tout à l'heure, ça va marcher. Donc Lorena, on aimerait beaucoup qu'elle se joigne à nous parce que Lorena Zarat, donc présidente de Habitat International Coalition depuis 2011, après avoir coordonné le bureau régional en Amérique latine depuis belle lurette. Lorena a travaillé depuis donc très très longtemps sur les questions de droit à la ville, a travaillé au sein des forums mondiaux d'Amérique latine sur la charte du droit à la ville, la charte mondiale du droit à la ville, entre 2001 et 2005. Elle a aussi participé à l'élaboration de la charte du droit à la ville de Mexico de 2008 à 2010. Et puis elle travaille en étroite collaboration au niveau international avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement convenable, avec aussi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur l'élaboration de rapports thématiques comme la sécurisation des droits fonciers, le droit au logement, le droit à la ville.
Et puis alors surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est depuis 2014, Lorena fait partie de l'équipe de soutien. Quand on dit qu'elle fait partie de l'équipe de soutien, c'est Lorena qui est très... comment on va dire, je ne trouve plus mes mots. Elle est très... investie. Non, elle est très investie. Enfin, elle dit qu'elle ne fait que participer, alors qu'en fait, elle dirige vraiment beaucoup la plateforme mondiale sur le droit à la ville, qui a donc participé de façon très active au moment des discussions autour de Habitat 3 et du nouvel agenda urbain, pour faire insérer justement des notions du droit à la ville dans le nouvel agenda urbain. Et donc, elle va pouvoir nous expliquer, on l'espère, ces mobilisations, ce que ces mobilisations du Sud, parce qu'elle a beaucoup travaillé donc dans les villes du Sud, ont apporté à ce renouvellement du droit à la ville et ce que tente de faire la plateforme. C'est presque bon. C'est presque bon. Et alors, je m'excuse d'avance si je bafouille. J'ai tendance à tout faire en général professionnellement en anglais et j'ai un peu du mal en fait à faire sortir les mots en français. Donc, il faudra m'y faire. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ce que je propose de faire, c'est donc de commencer à poser 2-3 questions à Lorena, un peu pour commencer la conversation, la discussion, et puis après évidemment on l'ouvrira à la table. Lorena, tu es avec nous? Oui, oui. Oui, on est très heureuse de t'avoir, Lorena. Bonjour, moi aussi. Désolée de ne pouvoir pas être avec vous en personne. On est triste de ne pas t'avoir avec nous. Mais est-ce qu'on peut te montrer une photo du public? On peut lui montrer le public. Il y a une salle qui t'attend. Voilà le public. Bonjour à tous. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui la connaissent bien d'ailleurs. Donc voilà, ils pourront s'exprimer tout à l'heure. Lorena, donc j'ai un peu introduit ton travail de façon assez hâtive et on a surtout dit qu'on parlerait un peu du travail de la plateforme globale sur le droit à la ville. Peut-être en première question, pour un public qui ne connaît pas forcément ce qu'a fait le travail du droit à la ville, le travail de la plateforme globale sur le droit à la ville, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Quels sont ses antécédents, quels sont les mouvements, les organismes qui ont porté le droit à la ville comme idée mobilisatrice ou comme ancrage pour finalement des luttes assez diverses. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette plateforme globale? Oui, d'accord. Je vais essayer de faire ça. Je m'excuse d'abord de mon français, que c'est assez limité, avec un accent pas très joli. Dites-moi si la connexion c'est pas bonne ou si vous n'entendez pas. Ça marche très bien. D'accord. On a mis les photos là que tu nous avais envoyées. Donc, commencer à Nanterre, parce que je crois que tu voulais nous parler un petit peu du passage de Nanterre à maintenant des mobilisations mondialisées. Oui, c'est ça. Oui, je peux voir les images maintenant. Merci. Alors, bon, d'abord, merci pour l'invitation, surtout à Agnès de Boulet et toute l'équipe, et pour tous les efforts pour faire cette invitation. Je suis désolée que je ne peux pas être avec vous ce matin. Et merci aussi, Barbara, pour m'aider à développer quelques idées. Alors, c'est fascinant, c'est vraiment un grand honneur d'avoir la possibilité de parler à propos des droits à la ville à Nanterre et bien sûr dans le 50e anniversaire de la publication du livre d'Henri Lefebvre. Alors, c'est très pertinent, bien sûr, de parler des droits à la ville à partir des quartiers populaires, à partir de ce qu'on appelle la périphérie, parce que c'est, comme vous le savez bien, c'est justement à la périphérie que le droit à la ville est né. Alors, et ça, c'est pas seulement une question, disons, de l'espace, c'est pas une question de la géographie, mais on pourrait dire aussi que le droit à la ville, c'est un droit périphérique dans plusieurs sens, mais
dans le sens que, surtout que c'est pas un droit, c'est un droit qui va aller, comment est-ce qu'on dit ça, plus loin, au beyond, je ne sais pas comment on dit ça, je sais le mot en anglais, beyond, plus loin. Au-delà. Oui, au-delà, c'est ça. Au-delà des droits humains qui partent, disons, qui sont nés dans la tradition libérale. Et ça, c'est très important. C'était très important pour les faire, bien sûr, mais c'est très important aussi pour la tradition intellectuelle après lui, mais aussi pour les mouvements sociaux qui ont réclamé et qui sont en train de réclamer ces droits à la ville. Alors, c'est un droit qui est né à la périphérie, en train de dire on a droit à la ville aussi dans les périphéries, mais en même temps de questionner la division entre centre et périphérie et de dire on a aussi le droit d'accéder au centre-ville. Alors, ces images-là, bien sûr, pendant les mai de 68, les images de Paris et les images des graffitis de Paris ont fait la tournée du monde. On a vu des images comme ça en Argentine, à Mexico, etc. etc. Et ces images-là, bien sûr, ont un impact très fort dans l'imaginaire à l'époque. Mais il faut dire que les images de Nanterre, ce n'était pas très habitué pour nous. On connaissait pas aussi bien ce qui s'est passé à Nanterre, à la banlieue de Paris à l'époque. Et on peut voir ces images-là, c'est dessus. Et si on continue et aussi ces graffitis-là que j'ai trouvés sur l'Internet à propos de Nanterre et à l'université à Nanterre, qui parle aussi du besoin d'ouvrir les portes et de réclamer les bâtiments vides aussi. Vous pouvez les lire. Il parle de 500 000 immeubles pas occupés dans la région parisienne à l'époque. C'est un numéro assez important, assez rare. Alors, si on continue les images, à cette époque-là, les images de Nanterre sont très similaires à les images de l'Amérique latine. Ce qui s'est passé dans l'Amérique latine, un processus d'urbanisation et la migration au centre-ville, ou dans les villes. Ça, c'est à São Paulo et à Rio de Janeiro. Et on voit comment la ville est en train d'être battue par les habitants, en fait, et dans les périphéries urbaines, plus ou moins pour les mêmes raisons qu'à la banlieue de Paris. On n'avait pas une politique de logement, une politique d'accès au logement. Et alors, vous connaissez bien les processus d'occupation, etc., etc. Maintenant, on voit ces processus-là dans plusieurs pays, encore en train de se passer, surtout dans pays dans l'Afrique subsaharienne et dans quelques pays de l'Afrique, de l'Asie, sud-ouest de l'Asie, qui sont des pays qui sont encore plus ruraux qu'urbains, mais qui sont en train de voir un processus d'urbanisation très vite et dans des conditions vraiment très difficiles et très précaires. Alors, on continue à la prochaine image. Merci. Et après beaucoup d'années, disons plus de 40 années de processus et de consolidation des quartiers populaires, et bien sûr de mobilisation, de lutte, et de lobbies, de plaidoyers, etc., et d'organisation. Ces quartiers populaires maintenant sont quartiers vraiment consolidés, sont quartiers qui appartiennent à la ville. Et on a vu aussi plusieurs programmes et projets et politiques publiques, en fait, amélioration des quartiers
et de logements populaires. Mais en fait, la proportion de gens qui habitent dans des quartiers très précaires dans l'Amérique latine, c'est environ de 30%. Dans d'autres régions du monde, ça peut monter aussi à 50% au plus de ça. Alors, les conditions très difficiles, bien sûr, des gens qui souffrent encore des évictions, des quartiers entiers, à cause de la spéculation, à cause des projets de développement, etc., etc. Mais aussi des gens qui habitent pas seulement dans des quartiers qu'ils appellent des informels, mais qui travaillent aussi dans l'économie, qui sont dehors des marchés formels de l'économie et de l'accès à l'emploi. Alors, c'est dans ces processus-là, des réclamations, mais en même temps des mises en pratique de droit à la ville, qui est la conceptualisation, la définition, était un processus vraiment collectif et avec beaucoup de différents acteurs et plus ou moins en même temps dans de différents pays. On continue à la prochaine, on peut voir comment ces discussions Allô? Oui, on est là. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. On t'entend. Tu ne nous entends pas, peut-être? Allô? Oui, oui. Oh, maintenant, oui. Excusez-moi. Alors, ce processus-là de mobilisation locale et nationale a eu aussi un niveau, disons, international. Et dedans, surtout de trois différents espaces. Bien sûr, le Forum social mondial, que vous connaissez bien, et qui a eu beaucoup d'éditions, beaucoup de plusieurs chapitres dans des différentes régions. Et la discussion des droits à la ville, des droits au logement, de la perspective territoriale, des droits humains, etc., a été très forte. Et avec une présence, disons, constante dans les différentes éditions de Forum social mondial. Et aussi, bien sûr, dans les forums officiels organisés par l'ONU, des grandes conférences, mais aussi ce qu'ils appellent les forums urbains. Et le dernier a été cette année à février à Kuala Lumpur. Et ça, c'est un espace bien sûr différent, pas des mouvements sociaux et des intellectuels progressistes comme c'est le Forum social mondial. Et c'est un forum avec des professionnels, surtout quelques académiques et des représentants des gouvernements locaux et nationaux, et bien sûr des institutions liées à l'ONU. Alors les discussions là sont différentes. Mais il y a aussi des discussions autour des droits au logement, des droits à la ville, de la sécurité foncière. Et maintenant, cette année, il y a beaucoup de discussions à propos des évictions, de la sécurité des fonciers, du besoin d'avoir l'intervention du pouvoir public sur la question du marché, etc., etc. Alors des discussions, disons, plus politiques qu'auparavant. Et aussi très focalisé dans l'implémentation, pas dans la discussion maintenant, ce que ça veut dire les droits à la ville, mais comment est-ce qu'on va faire pour implémenter ces droits avec des politiques publiques concrètes. Et aussi, c'est très important pour nous, le travail avec les CGLU, c'est le réseau mondial des villes et des gouvernements locaux et régionaux, un réseau le plus grand, en fait, et qui depuis une dizaine d'années a aussi incorporé la discussion autour des droits humains dans la ville et petit à petit des droits à la ville, qui sont des choses, comme vous savez, qui sont liées, mais pas la même chose.
Et alors, c'était un espace très important pour nous de liaison avec de la société civile, avec des gouvernements. Et d'après ces espaces-là et ces discussions, ces échanges, ces constructions collectives des agendas, des conseils, etc., et bien sûr des stratégies de lutte et d'implémentation, ont sorti de différents instruments, documents. Quelques-uns sont des documents, disons, plus politiques, plus pédagogiques, de mobilisation. Mais il y a aussi des documents plus juridiques ou des obligations que les gouvernements nationaux et locaux prennent autour des droits à la ville et des droits humains dans la ville. Et vous pouvez voir là quelques-uns des instruments. Il y en a de plus, mais bien sûr, le statut de la ville du Brésil, un instrument très important pour plusieurs d'entre nous, et une espèce d'inspiration et de guide pour le processus dans plusieurs pays de l'Amérique latine, et pas seulement. Et bien sûr lié aussi à la Charte mondiale des droits à la ville, qui a été développée, comme vous savez, dans le Forum social mondial, les plusieurs éditions du Forum social mondial. Et puis, ces deux instruments-là ont eu un impact très fort dedans des instruments plus juridiques au niveau national et local, comme la Constitution nationale de l'Équateur, qui maintenant c'est la seule constitution nationale qui incorpore les droits de la ville tels quels. Mais aujourd'hui aussi, pas seulement la charte de la ville de Mexico pour les droits de la ville, mais la Constitution qui a été passée l'année dernière et qui maintenant incorpore aussi les droits à la ville et plusieurs autres droits en fait, et quelques droits qui n'existent pas encore tels quels dans d'autres instruments dans le monde. Les droits aux espaces publics, etc., à la transport public. Alors, ce processus-là, on ne parlait pas seulement des événements, des forums isolés, mais un processus de mobilisation, de genre, de connaissances, de construction de connaissances collectives et de forces politiques et globales qui étaient très, très, très important. Et finalement, pour parler, oui, un petit peu à propos de la plateforme mondiale, la plateforme globale mondiale pour le droit à la ville. Et disons on peut dire que c'est une espèce de continuation de ce processus-là, bien sûr, qui se nourrit de ce processus-là. Et à partir de HIC, de la Coalition internationale pour l'habitat, et l'Institut de police au Brésil, on a une histoire de travail ensemble depuis longtemps. On a vu le besoin, disons, de promouvoir une plateforme plus grande, pas seulement avec des réseaux de la société civile, mais aussi avec des réseaux de gouvernements locaux et régionaux, et notamment avec les CGLU, mais aussi d'aller plus loin, dehors de les groupes habituels de travail sur le droit à la ville, qui étaient surtout centrés sur la question du logement et l'accès au foncier, et d'incorporer des questions de genre, bien sûr, et une vision féministe de la ville et du logement. Mais pas seulement ça, aussi la question de l'économie, la dimension de l'économie sociale et solidaire, et de l'économie informelle des travailleurs et travailleuses de la rue, et domestiques, etc., etc. Alors, incorporer plus fortement la dimension économique et de l'économie populaire dans la vision des droits à la ville. Et pas seulement au niveau du concept, mais au niveau des articulations politiques et de mobilisation. Alors, on peut voir là quelques-uns des réseaux internationaux qui sont en train de promouvoir ces plateformes. Et vous avez quelques-uns des acteurs très importants qui sont en fait dans la salle. J'espère que vous pouvez parler après. Dans la prochaine, on peut voir
ce qu'on a fait de mobilisation autour surtout de l'habitatoire. Oui. D'accord. Lorena, je te coupe un petit Oui. peu parce que il y a une journée très chargée, mais merci beaucoup pour cette introduction. En fait, on arrivait à... en fait, on arrivait vraiment à tout le monde se rigole un peu. On arrivait à un moment parfait là, avec cette liste des réseaux internationaux qui font partie de la plateforme globale sur le droit à la ville. Parce que ce qui est évident, c'est que finalement, d'une certaine façon, le centre de gravité des discussions, des mobilisations du droit à la ville a un peu bougé de Nanterre. On en a parlé un peu plus tôt dans le secteur universitaire, ça s'est anglicisé, anglophonisé. Et surtout dans la vie, la vraie ville, et avec les mouvements sociaux, avec la plateforme, ça s'est nettement allé dans la direction des villes du Sud. Alors, qu'est-ce que tu penses que sont les effets de cette transhumance, si tu veux, et du passage du temps sur le droit à la ville? Est-ce que, avec l'implication des groupes comme tu mentionnes ici, l'Alliance internationale des habitants, la commission Aero, les SDI, WIGO, etc., est-ce que ça donne des nouvelles pistes de recherche ou plutôt d'action du droit à la ville? Est-ce que ces acteurs apportent une nouvelle dynamique au droit à la ville? Oui, je crois que oui. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors, une dimension très importante pour nous, disons, dans le processus de conceptualisation des droits à la ville depuis l'Amérique latine, on a pris bien sûr quelques éléments de la définition, disons, traditionnelle, la définition formulée de plusieurs façons, mais pour Henri Lefebvre, et surtout la question de l'accès et de la fonction sociale de la propriété, et la question de la radicalisation de la démocratie. Ce sont des éléments bien sûr fondamentaux pour nous dans la définition des droits à la ville. Et le troisième, disons, une nouvelle conception de la citoyenneté, qui n'est pas liée à une définition libérale des papiers, etc., etc. Mais après le travail dans l'Amérique latine, bien sûr, face à une réalité qui c'est très différente, on a ajouté, et surtout dans le processus de discussion au niveau global et dans la charte de Mexico, on a ajouté d'autres éléments. Et l'un des éléments très importants pour nous, et qui vient surtout du Sud, c'est ce qu'on appelle la production, on peut dire la production démocratique de la ville, mais ce qu'on appelle la production sociale de l'habitat. Et la production sociale de l'habitat, c'est surtout un regard différent de ce qui se passe au quartier populaire, notamment dans le Sud, et où la plupart des villes qu'on voit dans le Sud global ont été bâties. Oui, je suis en train de faire une destruction massive de français. Construite, non? Enfin bon, bref. Par les habitants, par les gens. Et c'est important pour nous parce que c'est une réclamation, disons, en termes de concept, en termes de noms qu'on met sur ce processus-là. Et c'est surtout pour une espèce de résistance face à des noms très péjoratifs que la ville la ville faite par les habitants voit toujours. C'est-à-dire ce qu'on appelle des favelas, des villas miserias, des slums. Ce sont toujours des noms très négatifs, très péjoratifs. Et alors la production sociale de l'habitat,
dire, il faut regarder ça de notre façon, il faut réclamer ça de notre façon et réclamer aussi la capacité de production des habitants, et pas seulement des bâtiments, mais de la ville et des quartiers entiers. Et ça, c'est très important pour nous. Je crois que ça, c'était aussi dans la conceptualisation de Lefebvre. Et pour nous, c'est très important de réclamer ça et de mettre ça dans la définition. Parce que c'est l'une des façons très concrètes de réclamer et de faire des droits à la ville. Et ce sont des processus, en général, sont des processus individuels, mais on essaye d'appuyer des processus organisés et collectifs et qui sont aussi liés pour nous avec l'économie sociale et l'économie solidaire. Alors, c'est une dimension très importante de la production matérielle de la ville et de la reproduction de la vie dans les villes. On ajoute aussi la question de la gestion, oui, je finalise, la gestion collective et responsable des biens communs. Maintenant, il y a beaucoup de discussions aussi dans l'Europe et dans le Nord global à propos de commons ou les communs. Et pour nous, ça c'est très important. Et bien sûr, si on parle des traditions de peuples autochtones, des traditions plus collectives, qui ont un regard que ce n'est pas un regard administratif, que ce n'est pas un regard de l'État, de la bureaucratie, que c'est un regard d'une gestion, d'une autogestion collective des biens communs, notamment les questions environnementales, et de l'eau, et des forêts, etc. etc. Et ces dimensions-là, aujourd'hui, ce n'est pas très présent dans les villes, dans la gestion des villes, que c'est très fragmenté. Et si on fait des choses à propos de l'écologie, ce sont des politiques de quelques espaces verts dans la ville, mais pas vraiment, on croit pas vraiment une vision plus grande, plus intégrale, disons, du territoire et de la gestion de ces biens communs, pas seulement pour les générations présentes, mais pour les générations futures. Et la question de l'espace public ou la jouissance équitable de la ville, ça c'est pas seulement dans le sud, mais bien sûr dans le nord aussi, et des réclamations de l'espace public et de l'accès à l'espace public, et pas seulement dans les centres-villes, mais surtout dans les quartiers populaires, dans la périphérie. Et c'est une dimension fondamentale pour vraiment avoir le droit à la ville. Et pas seulement l'accès à les espaces, mais aussi la possibilité de la gestion collective de ces espaces-là et de l'accès aux fonds publics et de l'argent public pour faire une gestion collective de ces espaces et ces infrastructures. Merci beaucoup, Lorena. On va ouvrir à la salle, mais je pose juste la question auparavant. Tu poses à certains moments un peu la tension entre ces notions d'autogestion, de créativité au niveau de différents groupes, de niveau citadin, et aussi la responsabilité des pouvoirs publics et de l'articulation en fait entre ces deux, ainsi que la question de l'institutionnalisation ou pas d'un droit à la ville. Tu insinues des trajectoires un petit peu différentes ici, et je pense que certains dans la salle ici voudront peut-être creuser la question. Mais on va ouvrir, on va peut-être demander à plusieurs personnes de poser des questions, comme ça tu pourras répondre de façon un peu globale. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on a à peu près 10 minutes de questions-réponses, donc on peut essayer de faire un tour de parole, enfin un tour de questions, et ensuite Lorena pourra répondre. Du coup, Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, avant de parler, présentez-vous, s'il vous plaît, dites qui vous êtes et d'où vous parlez. Merci. Annie pour la coalition européenne, droit au logement et d'autres choses. Je veux poser une question à Lorena. Nous, dans les mouvements européens notamment, on considère que le droit à la ville, dit comme ça, d'abord c'est froid, ça parle peu aux gens, et qu'il y manque une dimension, donc la dimension des habitants. Donc plus nous avançons dans la lutte et la réflexion dans le cadre des quartiers, mais aussi dans la ville, parce que les quartiers populaires se trouvent aussi dans la ville, nous parlons de
droit à la ville et à habiter la ville. Et habiter la ville, c'est quelque chose de très précis. Ce n'est pas considéré que les habitants vivent dans la ville, mais aussi ceux qui y travaillent, ceux qui y passent, les migrants. C'est aussi ceux qui sont les sans-papiers, les vendeurs de petits souvenirs sur le trottoir, mais aussi en Turquie ou ailleurs, ceux qui vendent des mouchoirs en papier ou autre chose, qui sont utiles. Donc voilà, donc, nous on pense qu'il y aurait une avancée, y compris dans les mouvements qui aujourd'hui sont dans la plateforme, à réfléchir à mettre cette petite virgule et ces 3 petits mots, habiter la ville. Merci. D'autres questions? Quel enthousiasme! Bonjour, je suis mademoiselle Chefailly, je travaille sur une commune pas très loin, en lien avec 2 conseils de jeunes, donc la question de la participation et du droit à la ville, quelque chose qui traverse en tout cas mon travail au quotidien et bien avant mes études. J'avais une question en fait concernant tout cet axe-là où on parle de participation et d'engagement et de la nécessité du coup pour les quartiers populaires de pouvoir permettre à chacun de réfléchir à la ville, surtout sur des villes où on est sur du changement. Nous, on est sur quelque chose où il y a de l'accessibilité au métro, aux espaces urbains, permettre à la population de réfléchir. Moi, j'ai une réelle question dans le sens où on m'impose souvent, dans ce travail-là, de parler de mixité. Donc, j'aimerais pouvoir avoir votre regard sur cette question-là de la mixité, où du coup, on se rend compte que quand on mobilise une certaine population, on a parfois, d'un point de vue politique ou autre, cette envie de pouvoir mixer les publics, dans le sens où on est déjà sur la question du logement, qui est une grande question, et qui ne résout surtout pas les problèmes de cohabitation, je dirais, entre les différentes populations. Donc j'aimerais vraiment pouvoir un regard sur cette question-là et les enjeux du coup qui peuvent en découler face à l'engagement pour une certaine population. Merci. On peut prendre une 3e question, si elle apparaît. David de Grenoble. Bonjour Lorena. Moi, la question que j'aurais, c'est actuellement vis-à-vis du rapport de force qu'il y a vis-à-vis des États. Au dernier, à Habitat 3, il y a eu des déclarations, mais finalement assez peu d'actes très concrets pour la mise en œuvre du droit à la ville, et notamment le financement de logements. Et donc, il y a un peu une stratégie des États qui est de laisser faire le marché et les multinationales dans la production de la ville, ce qui finit par impacter les habitants qui habitent la ville et qui vivent la ville, qui y travaillent, qui se retrouvent expulsés dans un cycle un peu comme ça, perpétuel d'exclusion urbaine. Et donc dans ce rapport de force aujourd'hui vis-à-vis des États ou des grandes institutions, quelles seraient les pistes pour réussir à véritablement avoir un engagement des États ou des instances internationales et également des villes et des réseaux de villes pour produire une ville et fabriquer la ville tous ensemble avec les mouvements sociaux, les habitants, les organisations, et que du coup on arrive vers une mise en œuvre de ce droit à la ville de façon effective. Quelles sont les pistes à ton avis que tu vois, ou les avancées dans les différents contextes locaux, régionaux ou internationaux? Lorena, de toutes petites questions pour toi. On va peut-être prendre si tu arrives à répondre à ces deux-là, puis après il y a 2-3 autres mains qui se sont levées, et puis on clora la session de la sorte. Lorena? Oui, merci. Une petite demande, ça sera possible de voir la salle pendant que je parle? Ça c'est tant mieux. Merci. Et je ne sais pas si on peut mettre Lorena sur l'écran. Bon, au moins tu les vois. Oui, ça c'est génial. Merci. Et merci pour les commentaires et les questions. Salut les amis qui sont dans la salle. Et Annie, tout à fait d'accord, bien sûr. Le droit à la ville, c'est aussi le droit à habiter la ville.
ça c'est bien sûr dans la définition, ça doit être là et c'est vrai qu'on peut le faire, on peut faire ça plus visible dans les mots et mettre ça dans les mots des droits à la ville. Et en fait, il y a dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, des mouvements qui réclament le droit pas seulement à habiter la ville, mais à rester dans la ville. Et alors, il y a beaucoup de verbes qui sont ajoutés à les droits à la ville pour faire des réclamations plus spécifiques. Mais ça, c'est vrai que c'est une grande bataille. Mais aussi, comme je mentionnais déjà, les droits à la ville, c'est les droits à bâtir la ville. Et c'est aussi les droits à gouverner la ville. Et il faut penser qu'il y a beaucoup de villes encore qui ne sont pas des gouvernements qui sont un résultat des élections démocratiques. Alors, les droits à la ville aussi dit qu'il y a un droit politique, disons, basique de gouverner les villes. La deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, parler des droits à la participation, la dimension de la participation, mais aussi de la question de la mixité sociale. C'était ça? Oui. Alors, la mixité sociale, c'est une grande question. C'est vrai que dans l'Amérique latine, au moins dans les mouvements qu'on participe, les réseaux qu'on participe, on ne discute pas beaucoup la question de la mixité sociale telle qu'elle. Et c'est vrai aussi que la France, c'est une espèce d'exemple, disons, de la mixité sociale. Et il y a des gens qui donnent la France comme un exemple de mixité sociale. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas. Et peut-être que ça a beaucoup changé aussi pendant les années. Mais il y a des efforts importants dans quelques pays, dans quelques processus, surtout de rénovation urbaine. Par exemple, dans des quartiers centraux à Toronto, un projet de réhabilitation, rénovation urbaine d'un grand nombre de bâtiments de logements publics au centre-ville. Et alors, la discussion de la mixité était très présente. Et maintenant, il y a une combinaison de bâtiments qui sont, disons, ouverts au prix des marchés et des bâtiments dans les mêmes quartiers, et sont les mêmes bâtiments, en fait, et qui sont des logements sociaux. Alors, il n'y a pas une différenciation en termes de bâtiments, en termes de quartiers, en termes d'accès aux infrastructures et des services dans les quartiers. Et la mixité était bien sûr une des questions fondamentales. Il y a beaucoup de dimensions dans ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la question de la mixité très fortement. Je suis sûre que vous les connaissez mieux que moi. Bien sûr, quand on parle de droit à la ville, on parle aussi de la possibilité de changer pas seulement la ville, mais de changer la société. Et ce qu'on pense, c'est une société qui est plus égalitaire. Et alors, il ne faut pas de mixité en termes de... il ne faudra pas de mixité en termes de différences économiques, mais de mixité ou de diversité en termes de collectivité. Et ça c'est une question que c'est beaucoup plus difficile. Et je ne sais pas s'il y a en fait des discussions en termes de comment faire ça dans les quartiers, dans la dimension physique des quartiers, dans la dimension de l'urbanisme. Et ça, c'est beaucoup plus important aujourd'hui avec des grandes migrations qu'on voit partout, pas seulement dans l'Europe. Dans les pays de l'Amérique latine, il y a de nouveaux processus de migration, pas seulement des processus internes dans les pays, mais entre les pays. Et alors, l'accès et la mixité en dimension aussi d'interculturalité, qui
que ce n'était pas très présent auparavant. Alors, je ne peux pas répondre vraiment à ces questions de la mixité, ce qu'on pense en termes définitifs, mais sûrement c'est une discussion qu'il faut avoir dedans les droits à la ville et comment est-ce que les droits à la ville doit parler à propos de ça. Et on est ouverte, bien sûr, à développer ça ensemble. Et finalement, les acteurs globaux de la spéculation et comment... Et merci David pour la question, c'est très facile à répondre. Mais les acteurs globaux de la spéculation, on sait bien qu'aujourd'hui, les rapports de force, c'est vraiment terrible. Et pas seulement vis-à-vis les collectivités, mais vis-à-vis les gouvernements, et pas seulement les gouvernements locaux, mais les gouvernements nationaux. Et alors, les réactions et les propositions des villes comme Barcelone qui sont en train de dire bon, on ne peut pas attendre que les gouvernements nationaux vont faire quelque chose à propos de ça. Et de négocier avec des grands pouvoirs internationaux. Et alors, des villes comme Barcelone sont en train de faire des réseaux de villes justement pour faire face à ces acteurs-là et notamment des plateformes digitales, des Airbnb, etc., et des banques qui ne sont pas seulement des banques espagnoles, mais qui sont des banques internationaux. Et de dire on ne peut pas avoir des bâtiments vides si on a besoin de bâtiments pour les gens qui habitent la ville, et de faire des négociations collectives. Alors ça prend beaucoup de courage. C'est pas facile, bien sûr, mais je crois que c'est une piste très importante pour nous en termes de collectivités, en termes de sociétés civiles, en termes d'intellectuels et des académiques. Comment est-ce qu'on va aider ces processus-là? Parce que c'est clair que ni les acteurs nationaux, ni les acteurs régionaux, comme l'Union européenne, mais on peut aussi citer d'autres, sont prêts à faire face à ces intérêts-là. Et en fait, on voit que quand il y a des villes qui sont en train de s'opposer à ces pouvoirs-là, ces acteurs vont à l'Union européenne et elle dit on a aussi les droits à la libre compétence, etc., des droits commerciaux, des droits économiques. Et alors, il y a des processus de juridicisation, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais d'amener à la justice des villes et des fonctionnaires publics qui sont en train de dénoncer ces acteurs de la spéculation. Alors, on parle d'une bataille que c'est une bataille pas seulement idéologique, c'est une bataille politique, c'est une bataille économique et aussi, bien sûr, juridique. Alors, je crois qu'il faut avoir toute l'énergie de tout le monde en train de penser comment est-ce qu'on peut faire face à ça. Alors, les instruments financiers sont très importants et comment est-ce qu'on peut démonter ces instruments financiers. Et comment est-ce qu'on peut changer la narrative? Comment est-ce qu'on peut changer les discours? Que ces acteurs-là sont acteurs qui amènent les progrès et l'investissement, etc., qui sont des choses toutes positives. Et comment est-ce qu'on peut changer ça après la vision des habitants, après la vision des villes et des gouvernements des villes? Merci beaucoup Lorena. On va peut-être finalement ne pas prendre un second tour de questions parce que le temps presse, mais on va voir si on va œuvrer pour voir si on peut t'avoir à nouveau demain matin, Lorena. Donc dans les coulisses, on va voir si on va pouvoir faire en sorte que davantage de questions puissent être posées directement, Lorena. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette intervention et on se reparle très vite. Merci à vous.